Donc bonjour, je m'appelle Caroline Landry. Donc je suis là pour vous présenter donc les travaux qui ont été faits dans le cadre d'un projet qui s'appelle STAMP. Donc je travaille à l'INRIA depuis 2 ans et demi et avant j'ai fait pratiquement 30 ans dans l'industrie. Donc start-up, grands groupes, PME et SS2I, donc un peu tous les profils. Et donc le projet STAMP, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un projet européen, donc avec un consortium donc, qui comprend 4 académiques, avec 3 axes de recherche différents, mais dans le même sujet, et 5 compagnies, un consortium open source OW2. Donc les industriels sont là pour amener des cas d'utilisation, et la partie industrialisation des outils qu'on développe dans les académies. Donc le STAMP, c'est pour Software Testing Amplification, donc c'est l'amplification de tests dans DevOps. Donc l'idée première, c'était, on s'est intéressé au cycle DevOps qui permettait, excusez-moi, qui permettait en fait donc d'amener une meilleure qualité donc, et d'essayer de raccourcir les temps le time to market très cher à nos marketeurs, donc de mise à disposition des nouvelles fonctionnalités pour les clients. Et ça, rien de nouveau sous le soleil des objectifs théoriques des cycles de vie logicielle. Et tout ça donc en reconnectant et en réconciliant donc la partie Ops et la partie Dev, et qui permettait d'avoir des retours donc directs de la partie opérationnelle dans le cycle de vie de développement. Donc l'idée derrière ça, c'était d'avoir une forte automatisation à toutes les étapes du cycle de vie. Et ça, basé sur l'acceptance et la validation de chaque étape, et donc le feedback vers les utilisateurs, qui sont en l'occurrence les développeurs ou les intégrateurs. Donc pour ça, bien sûr, c'était la théorie. Donc quand on veut passer à la pratique, la première chose qui vient à l'esprit, donc, c'est effectivement mettre en place l'intégration continue. Et donc on va commencer donc, au niveau du code, donc, où on prend son IDE favori, et on a déjà, dès cette phase-là, en fait, on commence à faire du test, éventuellement sans le savoir, avec la complétion, qui vous évite déjà des erreurs de base de compilation, et des linters, qui sont des analyseurs statiques de code, par exemple, qui permettent de faire du smell de code avec des patterns qui sont potentiellement à risque, ou des erreurs de syntaxe. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, quand on passe à la phase de test, on a effectivement différents types de tests, donc les tests unitaires, les tests de perf, les tests d'IHM. Donc là, les tests sont omniprésents, développés à la main. Et on passe après, donc quand on passe dans les phases de build, on a éventuellement, pour certains, et de plus en plus, des tests dans des configurations différentes. Donc, quand je parle de configuration, là, ce n'est pas forcément les configurations au sens environnement de développement, intégration, mais plutôt les configurations au sens plateforme finale, où on peut avoir différentes cibles, comme différentes bases de données, différentes versions de logiciels, différentes versions du langage. On est tous été confrontés aux différentes versions de Java, je pense. Donc ce genre de configuration, ou éventuellement différentes cibles au niveau machine, donc taille mémoire, etc. Donc ça, c'est pour la config. Et tout ça en utilisant donc différentes techniques qui peuvent être du fuzzing, la mutation, guidée par des développements guidés par les tests, faire du coverage, du code coverage. Donc on a dans cette partie dev, on a déjà un peu omniprésent du test un peu à toutes les phases. Si on s'intéresse maintenant à la partie déploiement, donc qu'on fasse ou pas du déploiement continu, on a aussi des techniques donc, de tests qui apparaissent, donc des campagnes éventuellement de tests alpha-bêta, on a du chaos engineering. Donc quand on s'appelle Netflix, évidemment on peut utiliser ça. Airbus, c'est moins bien. Et, et on a au niveau du monitoring de l'application, donc on a de l'analyse de log pour essayer d'augmenter nos suites de tests et de les rendre plus conformes à ce que font les utilisateurs, ou éventuellement, et régulièrement, je pense, des analyses de crash pour localiser et corriger le crash existant en augmentant les suites de tests du côté dev.
Donc ça, c'est ce qu'on a appelé, nous, le test en continu. En fait, on retrouve le test à toutes les phases du développement de DevOps, toutes les phases du cycle. Et en fait, on s'est rendu compte dans un premier constat que non seulement le test était omniprésent dans ce cycle de vie, mais qu'en plus, le test qui était un peu considéré comme parent pauvre quand même pendant longtemps du cycle de vie logiciel, était devenu donc au fil des années de plus en plus important. Et à l'heure actuelle, on a fait des statistiques sur un certain nombre de projets, on rencontre des industriels régulièrement, on travaille avec des industriels, et on s'est rendu compte effectivement que les tests, aujourd'hui, ils ont très souvent plus de lignes de code que l'application à tester. Et donc, et ce code-là, en fait, il est écrit à la main, la plupart du temps, et il est testé comment ? Donc ça, c'est une première phase. Comment est-ce qu'on valide nos tests ? Donc au début, c'était des suites simples, donc effectivement, mais quand on se rend compte de la complexité maintenant des suites de tests, c'est vrai que ça devient un problème opérationnel. Et donc du coup, deuxième idée qu'on avait, c'était partir d'un constat qui était que générer des tests à partir de rien ou automatiser, générer quelque chose, on est une équipe qui aime bien le mot génération. Donc, dès qu'on peut générer quelque chose, on est content. Mais c'était un peu difficile, et en plus, il y a quand même une partie sémantique et qui est inhérente à l'écriture par un humain des suites de tests, ça teste quand même le cœur de nos fonctionnalités. Donc on est parti d'une idée qui était l'amplification. Donc si on reprend la définition de base de l'amplification, c'est augmenter l'effet ou la taille de quelque chose. Et donc l'idée, c'était, au lieu de partir de rien, eh bien, on va partir des tests existants et donc essayer, à partir de là, de générer des nouveaux tests. Donc effectivement, on peut partir soit des suites de tests unitaires ou des fichiers de configuration de type Docker, par exemple, qui décrivent votre configuration, ou les logs qui sont produits par l'exploitation. Et donc essayer à partir de tous ces éléments-là de générer des nouveaux tests et d'améliorer donc la qualité de vos suites de tests et donc du logiciel. Donc tout ça de façon automatique, évidemment. Donc le focus du projet STAMP, on est 4 partenaires académiques. Donc il y a 3 axes de recherche autour de cette notion d'amplification dans DevOps. Le premier, c'est au niveau des tests unitaires. Donc ils sont faits en collaboration avec KTH et l'INRIA. Donc je vais vous parler plus précisément par la suite. Le deuxième axe qui fait autour des amplifications des configurations de tests, donc qui permet de tester de générer automatiquement et tester automatiquement votre suite de tests à partir de fichiers Docker. Et le troisième point, c'est la reproduction de crash, en fait, de façon automatique à partir d'une stack trace Java. Donc là, on va s'intéresser donc aux tests unitaires avec un premier outil donc, qui a été fait dans ce cadre-là, qui s'appelle Descartes. Et donc la problématique, c'est comment est-ce que vous testez vos tests. Donc d'abord, qu'est-ce que vous attendez de vos tests? Donc en général, on a des critères de couverture de code. On veut que ça couvre nos requirements, nos besoins. Et dans certains cas, on veut que ça stresse l'application. Mais en fait, le principal critère, en fait, à la fin, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que notre suite de tests, elle trouve nos bugs. Donc à partir de là, on va prendre un petit exemple. Donc par exemple, le fameux factoriel, bien connu, donc qui est assez simple et que tout le monde connaît. Et à partir de là, donc, on va essayer de faire implémenter une suite de tests en se laissant guider par la couverture de code. Donc on écrit notre premier test de factoriel. Et là, on se rend compte, bon, bah, c'est bien, on a presque tout est couvert. Bon, pas tout à fait. Alors, on va rajouter un test qui va permettre de couvrir à 100% notre fonction. OK, donc là, on est content. On a une suite de tests avec une couverture de code de 100%. Pratiquement idéal. Donc, OK. Mais est-ce que notre suite de tests, ça permet de détecter les bugs? OK, donc on va voir. Et on va donc faire de la mutation de code. Donc, qu'est-ce que c'est que l'analyse par mutation? Donc, on prend notre programme Java et notre suite de tests et on va en fait
injecter une faute, donc on va changer une instruction dans le source, et à partir de là, on va rejouer la suite de tests. Donc on va générer ce qu'on appelle un mutant, une variante du source, donc un mutant, et on va rejouer cette suite de tests sur ce mutant. Et si en fait notre suite de tests détecte cette mutation, donc on est content et on va tuer le mutant. Donc là, ça veut dire que notre suite de tests, elle est robuste. On a changé quelque chose dans le code et ça a été détecté. Donc on fait ça. Alors on a différents opérateurs de mutation, je vais vous montrer après. Et on fait ça en fait pour chaque instruction, en gros. Donc heureusement qu'on le fait de façon automatique, parce qu'à la main, c'est un petit peu pénible. Et à la fin, donc on se rend compte qu'en fait, on a des mutants qui survivent. OK, donc ça veut dire que notre modification dans le code n'a pas été détectée. Et là, donc on garde notre mutant en vie. Et à la fin, donc on calcule un score de mutation pour notre suite de test, qui est en fait le ratio nombre de mutants, je ne sais plus si c'est le tué ou restant en vie, peu importe, c'est le tué, je crois, sur le nombre de mutants générés. Et donc si on reprend notre petit exemple de factoriel et qu'on lui applique notre analyse par mutation, donc on fait une première modification dans le code où on change un égal par un différent. Et donc là, tout va bien, notre suite de tests détecte la mutation. Donc on fait ça exhaustivement pour toutes les instructions. Donc on a différents opérateurs qui sont transformer un égal en not égal, ajouter +1 sur une valeur de retour, changer un inférieur en supérieur, faire un ++ en moins, enfin, etc. On a un certain nombre d'opérateurs comme ça de mutation en fonction des instructions. Et donc en fait, si on joue notre suite de tests sur tous ces mutants, donc on se rend compte que là, on a toujours notre ligne de code qui n'est pas couverte. Et après, on se rend compte qu'on a en fait 2 mutants qui sont pas en rouge, là, qui ne sont pas détectés par notre exécution. On refait ça avec le deuxième test. Et donc là, on a une partie qui n'est pas couverte et on en a un qui n'est pas testé non plus. Donc si on fait la combinatoire des deux, en fait, on se rend compte que notre couverture de code de 100%, eh bien, en fait, au niveau analyse par mutation, on a 2 mutants qui ne sont pas détectés par la suite de tests quand on fait exhaustivement cette analyse. Donc, du coup, on a un score de mutation qui est de 71%. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il manque un test dans notre suite de tests. Donc, on peut rajouter. Et là, pour obtenir une suite de tests qui est toute verte, y compris pour tous les mutants. Donc ça, c'est cette analyse par mutation est implémentée par un outil très bon outil qui s'appelle PIT, donc qui est développé par Henry Coles, et donc qui est basé sur donc les Credo, qui est une bonne suite de tests. Donc c'est une suite de tests qui détecte les bugs, que l'ensemble des opérateurs de mutation sont en fait basés sur des heuristiques qui sont statistiquement les fautes les plus utilisées, les commises par les développeurs quand on modifie le code. Et c'est un outil open source, donc qui est toujours maintenu. Henry Coles, donc je crois qu'il a 10 ans l'outil maintenant, mais il est toujours actif sur le sujet, et qui est intégré à la majorité des systèmes de build, Gradle, Maven, etc. Donc, en plus, qui est le gros avantage pour nous d'être extensible via des plugins. Donc du coup, malgré tout, là vous avez compris, on s'amuse à changer dans des sources instruction par instruction. Donc on a quelques problèmes avec cette analyse par mutation, qui est le nombre énorme de mutants que ça peut générer. Et donc à chaque modification, vous réexécutez entièrement la suite de tests. Donc les temps d'exécution et d'analyse peuvent être énormes en fait. Et on a un autre problème sur ce type, qui est assez important pour nous au niveau détection, qui est ce qu'on appelle les mutants équivalents, qui se comportent exactement de la même façon que le source original. Et donc on a des problèmes d'identification, on ne sait pas différencier en fait les résultats dans ces cas-là. Et donc pour ça, il y a des gens qui ont proposé des solutions qu'on a appelées la mutation extrême. Donc la mutation extrême, qu'est-ce que c'est? En fait, ça a été proposé par Niedermayer en 2016. Donc, et qui est, au lieu de travailler au niveau de l'instruction, travaille au niveau de la méthode.
Et donc, au lieu de changer une instruction, on vide carrément le corps de la méthode. Donc, si c'est une procédure, ça ne renvoie rien. Et si c'est une fonction, on renvoie une constante. Donc, et donc, là, le gros avantage de ça, c'est que, évidemment, ça génère beaucoup moins de mutants. Donc, on a beaucoup moins de problèmes de temps d'exécution. Là, du coup, les problèmes de mutants équivalents sont résolus. Bon, je ne vais pas vous faire les théories là-dessus, mais donc ça nous permet de détecter les mutants équivalents, parce que du coup, on a des comportements différents par rapport au code source. Et donc, si on reprend notre petit exemple de factoriel de tout à l'heure, donc au lieu de générer tous nos mutants ici, en fait, on va générer que deux mutants qui sont return 1 et return 0. Donc, on a implémenté donc, un outil qui s'appelle Descartes, qui fait la mutation extrême, et donc qui est en fait basé sur Pit, qui est une extension de Pit, et qui donc modifie l'ensemble des opérateurs de mutation pour implémenter donc, cette mutation extrême. Donc, il permet en fait d'avoir des résultats un petit peu différents de ce que vous permet d'avoir Pit. Donc, on identifie notamment donc, les faiblesses dans les tests, en fait. Et on a aussi une chose très importante, c'est d'identifier les méthodes pseudo-testées. Donc, les méthodes pseudo-testées, c'est en fait les méthodes dont on a éliminé complètement le corps et pour lesquelles aucun test n'a détecté cette modification. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça extrême. Et en fait, bon, comme ça, vous me direz, a priori, ouais, ça ne doit pas arriver souvent. Eh bien, en fait, si. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a trouvé ça dans tous les projets qu'on a testés pour l'instant. On a trouvé des méthodes pseudo-testées, y compris dans des projets très bien testés. Donc, et alors, une méthode pseudo-testée, par exemple. Donc, si on prend ici un exemple qui vient des Apache Common Collections, qui est la méthode singleton. Et donc, la méthode add pour les singletons. Et en fait, il y a un test sur cette classe dont l'objectif était de vérifier que, effectivement, l'exception était bien déclenchée quand on essayait d'ajouter un élément à ce singleton, alors qu'il ne fallait pas. Et en fait, si on fait l'analyse par mutation là-dessus, on se rend compte que si on vide complètement le corps de la méthode add, eh bien, en fait, le test passe quand même. Effectivement, ici, c'est une méthode pseudo-testée parce que là, en fait, il manque un fail. Donc, si vous videz la méthode, il ne se passe rien, mais par contre, l'exception n'est pas levée. Donc, ça, c'est un premier type de finding. C'est là, en fait, il y a le test, il y a un bug dans le test, en fait, tout simplement. Donc, un deuxième exemple de ce qu'on peut trouver comme cas, donc c'est si on reprend une petite classe qui fait des tests, une liste versionnée. Et donc, si on reprend un test qui s'appelait test add, qui permet de tester la méthode add qui ajoute un élément. Donc là, c'est pareil. En fait, dans cette fonction, ce qui se passe, c'est qu'on arrive bien à tester que si on enlève le corps de add, pas de problème, c'est détecté. Par contre, si on vide la fonction incrémente, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps de cette méthode n'est pas détecté, donc elle est pseudo-testée. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme elle est privée, dans le test, on a un problème de testabilité du logiciel ici, on ne peut pas accéder à cet élément qui est privé, et donc c'est une autre façon, une autre raison pour lesquelles le test n'a pas été augmenté avec le test sur l'attribut. Donc au niveau des résultats et des rapports que va sortir Descartes, donc là, pour ceux qui ont déjà utilisé Pit, il va sortir les mêmes rapports que Pit déjà, donc avec une analyse de couverture de code et un score de mutation. Et donc, vous pouvez aussi avoir dans le détail, par ligne de code, en fait, les endroits qui ont été couverts ou non couverts. Donc, ce qui est en
En vert, hein, c'est ce qui est couvert, et ce qui est en rose, c'est ce qui ne l'est pas. Les lignes courtes, c'est pour la mutation, et les lignes longues, c'est pour le code coverage. Et en plus, dans Descartes, donc on va vous sortir la liste des classes, et pour chaque classe, la liste des méthodes pseudo-testées. Et après, si vous cliquez donc, sur chaque méthode pseudo-testée, on va vous donner quels sont les tests qui ont été exécutés pour cette méthode et qui n'ont pas détecté la mutation. On a des rapports complets qui permettent en fait d'être exploités de façon différente, soit pour guider une revue de code, etc. Donc là, je vous ai dit qu'on avait trouvé ça dans tous les projets qu'on avait testés pour l'instant. Donc on a fait tourner Descartes sur un certain nombre de projets open source. Et donc effectivement, on a trouvé, même dans les projets très bien testés comme XWiki, donc, on a Vincent Massol qui est partenaire du projet, et donc on a trouvé effectivement un certain nombre de méthodes pseudo-testées. Donc en pourcentage, ce n'est pas forcément toujours extraordinaire, donc il y en a où il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, ça laisse quand même en fait, des points dans le logiciel, potentiellement à risque, puisque votre suite de test ne détecte pas les modifications qu'il y a dans ces méthodes-là. Donc ça, c'était pour l'outil Descartes. Donc à partir de là, on s'était dit, c'est bien, mais pour l'instant, on n'a rien amplifié du tout. On a juste testé les tests. Et donc, on a un deuxième outil qui s'appelle Despot, qui, lui, en fait, donc, fait de l'amplification de tests. Donc l'amplification, qu'est-ce que c'est? C'est à partir de suite de tests JUnit. Donc il va, au lieu de muter le code, en fait, on va muter les tests. Et on va réussir donc avec ça, de façon exploratoire, à générer des nouveaux tests unitaires ou des nouvelles assertions dans vos tests, donc en fonction des différents cas. Donc comment ça fonctionne? Donc on a toujours notre suite de tests et notre source Java. Et en fait, on a un critère d'évaluation de cette suite de tests. Donc ça tombe bien, on a un outil qui s'appelle Descartes qui permet de scorer la suite de tests et d'avoir un critère d'évaluation. Et l'idée, en fait, c'est de prendre donc, cette suite de tests et de la faire muter de façon exploratoire avec différents opérateurs qui sont différents des opérateurs de mutation sur le source, et de prendre le code source donc, pour exécuter cette suite de tests. Et derrière, donc, d'en tirer des suites de tests amplifiées, donc avec des nouveaux tests, et dont le but est d'augmenter, en fait, comment on sait qu'elles sont meilleures, c'est qu'on a augmenté le critère de test à la fin. Donc, comment ça marche à l'intérieur? Donc on prend une suite de tests, donc on fait l'analyse par mutation de cette suite de tests et on lance l'amplification sur notre suite de tests. Donc l'amplification, donc il y a plusieurs types d'opérateurs. Donc là, l'exemple que je vais prendre, c'est l'opérateur de mutation sur la suite de tests, donc qui en fait, on va supprimer un appel dans le test. Donc on supprime cet appel. Et donc ici, on va supprimer, donc, c'est tout ça, c'est de façon automatique, hein, on va supprimer donc, les assertions qui existent. On va ensuite instrumenter le code pour avoir récupéré l'état des objets et l'état du logiciel à ce moment-là. Donc on exécute cette suite de tests instrumentés et on récupère donc, les états des objets impliqués dans les tests. Et à partir de là, on va générer des nouvelles assertions. Et après, on va générer un nouveau test avec le même condition initiale que le précédent, mais du coup, en ayant supprimé un appel, donc avec des assertions différentes. Voilà, ça c'est la technique d'amplification avec l'opérateur qui permet de supprimer une ligne. Donc, dans les opérateurs, il y a par exemple donc, supprimer une ligne, on peut dupliquer un appel, on change les valeurs des paramètres. Donc si on a des paramètres comme des strings ou des entiers, on peut rajouter ou incrémenter ou décrémenter, ce genre de manipulation. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a donc, cette suite de tests amplifiés, eh bien, on réapplique l'analyse par mutation et on a des nouveaux résultats. Et donc, on voit ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait un test qui en fait détecte un mutant qui n'était pas avant. Donc, du coup, on est content, on va mettre ça de côté et on va faire la même chose sur la suite. Et donc, à chaque fois
qu'on trouve un nouveau cas de test qui détecte, un nouveau test qui détecte un mutant qui ne l'était pas avant, on met ce test de côté. Et pour les suites de tests qui sont équivalentes, on les oublie. Et à la fin, avec tout ça, en fait, on compose notre suite de tests amplifiée, donc avec ces nouveaux tests et la suite de tests initiale. Et donc là, à la fin, l'objectif, c'est effectivement qu'on ait tous les cas couverts et qu'on tue tous les mutants. Bon, évidemment, dans la réalité, c'est comme la couverture de code, obtenir 100% de mutation de score, c'est compliqué. Donc c'est pareil, là il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées sur des projets open source donc à grande échelle. Et donc sont sortis de ces générations automatiques un certain nombre de tests. Donc on a fait proposer sous forme de pull request les modifications aux différents projets. Et donc on en a eu, sur les 19 ouvertes, on a aujourd'hui 13 qui ont été acceptées par les développeurs, et une qui a été refusée, et on en a encore 5 qui sont en discussion. Donc voilà les 2 outils. Donc après, tout ça, c'est des outils, et du coup, il faut les intégrer à DevOps. Donc là, l'idée, c'était effectivement, quand on a une plateforme collaborative, là, on travaille par pull request ou commit, on devrait dire souvent par pull request, sur des plateformes collaboratives. Et on passe en fait le code à des robots qui font un certain nombre d'analyses ou d'actions et qui vous renvoient du feedback. Donc c'est ce qu'on a par exemple si on utilise GitHub avec intégration avec Coveralls, Travis ou Maven. Et donc c'est notre quotidien quand on développe tous les jours. Donc l'idée à partir de là, c'était de rajouter donc, ces nouvelles analyses. Donc d'une part, au niveau de la phase de code, déjà. Donc, comment le développeur, il peut, lui, s'il a envie de faire avant de committer ou de faire sa pull request, tester son code et ses tests. Donc, on a des intégrations de nos outils avec Maven, Gradle. On a des plugins Eclipse. Et donc, les outils sont aussi disponibles en ligne de commande et ils sont dans Maven Central. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose à installer ni à modifier pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, ces nouvelles analyses, on peut aussi les intégrer donc, dans des pipelines type Jenkins ou de CI. Donc c'est ce qu'a fait, par exemple, XWiki, ce qu'ont fait nos partenaires. Donc ça fait maintenant le Descartes, je crois que ça fait 10 mois maintenant qu'il l'a intégré à son cycle de build et de développement, parce qu'ils ont des contributeurs extérieurs. Donc, en fait, il a adopté la même stratégie que pour la couverture de code. Il n'a pas fixé d'objectif a priori. Ils sont partis du score qui était obtenu au premier run. Mais l'idée derrière, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau committeur, une nouvelle version, il ne faut pas que ça descende. Donc, l'idée derrière, c'est la même que ils ont pris exactement la même stratégie que pour la couverture de code. Donc, il a fait des blogs là-dessus et des papiers. Donc, je vous invite à aller voir. C'est toujours intéressant ce que raconte Vincent. Et donc, le dernier point qu'on a mis en place aussi, c'est sous forme de service, en fait, où on a fait une application GitHub qui, en fait, déclenche un service extérieur, donc qui est des cartes, et qui retourne donc via les nouvelles API là, de GitHub les résultats donc, qui vous pointent dans votre code quelles lignes n'ont pas été testées, quelles sont les couvertures les lignes pas couvertes et non testées. Donc c'est une petite application. Donc pour l'instant, ce service, je vous avouerai qu'il n'est pas ouvert. On ne l'a pas mis sur le marché GitHub parce qu'on a ça pose des problèmes sur les machines de sécurité sur les machines sur lesquelles on exécute. Et donc là, on n'a pas mis... on est l'INRIA, on n'a pas vocation à fournir des plateformes de test. Mais donc, on est en train de regarder avec des partenaires pour voir s'il y en a qui veulent offrir ce service-là. Et donc, si vous voulez en savoir plus, donc, tous nos outils sont open source. Donc, ils sont disponibles dans le GitHub du projet. On a aussi un site web. Donc, il y a beaucoup d'efforts de communication. On a un partenaire W2 qui nous a bien aidé là-dessus à communiquer et à mettre en place de la doc et sur ces différents outils.
Donc, on a un KPI dans le projet européen. Donc, si vous pouvez juste cliquer sur le lien, ça va nous arranger. Un KPI sur les visites du site web. Et en fait, parce que tout le monde va... À chaque fois qu'on fait des press, les gens vont directement sur le GitHub, du coup, et notre site web, personne n'y va. Donc, si vous pouvez juste cliquer une fois sur le lien, ça serait cool. Et il y a aussi donc, des articles qui ont été publiés, un certain nombre d'articles, notamment dans Medium, sur des cartes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, Benoît Baudry, qui travaille avec ATH, qui est le coordinateur du projet. Moi, je travaille à l'INRIA dans une équipe qui s'appelle Diverse. Et donc là, les outils sont gratuits, vous pouvez les tester. Donc l'intérêt pour nous, en tant qu'institut et chercheurs, c'est effectivement d'avoir un retour des industriels sur l'utilisation opérationnelle. Parce que dans tout ça, il y a des heuristiques, en fait. Par exemple, les opérateurs de mutation qu'on choisit de mettre en place, c'est en fonction de comment les industriels utilisent et comment ils codent, etc. Donc on a besoin, en fait, pour nourrir nos recherches, des retours et du feedback des industriels, pour savoir quelles sont vos méthodes de travail. Et notamment aussi sur les cycles de vie, quand on fournit, par exemple, des plugins Eclipse, Maven, etc., on a fait ces choix-là en relation avec les partenaires industriels du projet qui n'avaient pas forcément les mêmes méthodes de développement ni les mêmes façons de travailler. Donc, on est toujours intéressé par des retours sur les outils pour faire avancer nos recherches. Et donc... on a aussi travaillé donc, sur la com et on a fait une petite collaboration avec Comistrip qui nous a fait un petit Comistrip sympa sur le sujet. Donc voilà, j'ai fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question sur les tests amplifiés, oui. Sur le résultat qui est produit. Moi, je suis très attaché en fait au sens que je donne à mes tests et je suis très attaché au BDD. Et en fait, j'ai un petit peu peur que ça me génère des tests qui sont difficilement lisibles, auxquels des tests que je vais pas donner un sens métier en fait à ces tests-là. Oui. Est-ce que parmi les raisons de refus, c'était plutôt ça ou Alors, non. Enfin, alors, parmi les raisons de refus, non. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quand on génère des nouveaux tests, ils ne sont pas forcément pertinents. Les développeurs ne trouvent pas ça forcément pertinent. En l'occurrence, le problème de lisibilité existe, puisqu'ils sont en train de travailler dessus pour améliorer la lisibilité des tests générés. Et en fait, l'idée, là, derrière, c'est plutôt que de générer automatiquement et de réintroduire automatiquement les nouveaux tests, c'est en fait de les proposer aux développeurs et de voir si ça lui convient ou pas, ou s'il veut éventuellement de proposer directement la pull request, si ça lui convient, et de l'accepter, de refuser. Donc on a différentes idées comme ça derrière. Sachant que, là, oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement, on a vu que ça prend du temps, ces recherches exploratoires. Et donc, l'idée dans le CI, c'est d'utiliser des cartes, en fait, pour cibler les méthodes pseudo-testées et les tests faibles. Et en fait, de lancer l'amplification de tests que sur ces éléments-là. Ce qui fait que ça réduit, en fait, le temps d'exécution à l'ordre de quelques minutes. Donc, et on obtient éventuellement aussi des résultats un petit peu différents parce que bon, on a des paramètres au niveau temps d'exploration, etc. Et du coup, quand on cible juste une classe, on arrive à faire plus en profondeur et donc du coup, potentiellement, de générer des tests plus intéressants que quand on fait de l'exploratoire sur tout le logiciel. Donc effectivement, l'idée est de générer automatiquement le test et la pull request, mais de soumettre à la validation et à la revue du développeur. Oui, bonjour. Ici. Ah. Je voudrais juste vous savoir, est-ce qu'il y a un marquage automatique qui peut être fait sur les classes notamment pour éviter qu'on essaie de remuter ces classes pour créer des nouveaux tests à nouveau, sachant qu'on l'a peut-être déjà fait une fois, on n'a pas envie que ce soit analysé à nouveau, ce serait une perte de temps, soit un marquage automatique ou un marquage manuel possible? Alors en fait, non, on n'a pas prévu ça dans ce sens-là. C'est ce que je disais, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, on se base sur la pull request ou le commit pour faire de l'analyse d'impact, par exemple, et dire, en fait, on réexécute des cartes que sur le code ou le test impacté. Donc, on fait de l'inverse, en fait. Ouais. On analyse pour éviter de faire un truc manuel, oui, parce que c'est toujours pénible. Donc, on fait plutôt le contraire. Du coup, c'est pour ça qu'on s'insère dans le CI, c'est qu'à partir des pull requests et des commits, on fait le différentiel et on fait de l'analyse d'impact.
Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser le résultat des différents mutants qui passent pas, etc., pour non seulement donc améliorer la qualité du code, mais également améliorer les compétences des personnes qui ont fait le code en fait? Parce que j'imagine que ça permettrait de voir en fonction des commits, de voir qui fait quel code de façon récurrente pour lors d'une review, de l'aiguiller, de faire autrement peut-être. Ouais, bah déjà les méthodes pseudo-testées, ça peut ça peut donner des points de revue. Après, par développeur, non, on n'a pas fait ça. Par contre, les idées qu'on a, c'est plutôt de faire de l'apprentissage sur effectivement un logiciel qui est comment les gens, quelles sont les erreurs les plus souvent commises ou les crashs remontés ou quelles sont mais pas spécifiques, enfin pas par un développeur, c'est l'ensemble du code du coup, c'est sur l'ensemble du logiciel. Et du coup, de permettre, en fait, à l'aide de ça, d'améliorer, donc soit de proposer des opérateurs de mutation spécifiques à votre logiciel, donc qui permettraient, en fait, effectivement, de cibler par rapport aux habitudes des gens. Mais on ne fait pas ça par développeur, on fait ça globalement. Ouais. Mais oui, il y a des idées, on a des idées de recherche, ça fait partie des axes qu'on veut développer après, oui. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'idées, donc c'est justement savoir quels sont ce qui pourrait être utile ou pas. Mais le learning, oui, en fait partie, justement pour essayer d'adapter, de spécialiser par rapport au logiciel lui-même. Mais bon, c'est compliqué d'analyser des patterns de code et tout ça, donc, mais ouais. Vous pensez faire une version pour IntelliJ? Alors, on a déjà... Alors, je reconnais qu'on a eu déjà plusieurs demandes, mais en fait... on est un peu guidé par nos partenaires là dans le projet et on a fait ça dans l'ordre où on avait besoin pour mener les expérimentations. Mais effectivement, IntelliJ était dans la liste des... Ouais, c'était juste derrière le premier qu'on n'a pas fait en fait encore. Ouais, mais par contre, c'est open source, donc si vous voulez venir contribuer et le faire pour IntelliJ, il n'y a pas de souci. on serait super contents. Plus d'autres questions? Merci.